J'invite à rejoindre la scène nos entrepreneurs avec Marie-Louise Schmitt, qui est dirigeante et fondatrice de Biogascar Énergie, une entreprise qui opère dans la conversion des déchets agricoles et forestiers en combustible pour servir d'alternative durable au bois de chauffe et au charbon. Un applaudissement, s'il vous plaît. Ensuite, Houssen Mebobali, dirigeant et fondateur de Malakas. Je pense que tout le monde à Tuléar connaît Houssen, qui produit de la farine de manioc bio, sans gluten, tout en soutenant la filière paysanne dans la Timoine Jéfan. Florian Fray-Pavuz, entrepreneur et consultant chez Canopy Énergie, une entreprise spécialisée dans l'agroforesterie. Adrien Levrel, directeur adjoint chez Bond, une entreprise qui propose des solutions fondées sur la nature, allant du reboisement à des solutions RSE, mais surtout le développement de filières agroforestières et des projets carbone. Et enfin, l'entrepreneur qu'on a prévenu il y a 5 minutes, Marius Fabrice, qui est dirigeant et fondateur de Agile Company, une entreprise spécialisée dans la transformation de produits halieutiques à Manakar. Chers entrepreneurs, merci d'avoir accepté cette invitation. Je suis vraiment ravie de vous avoir sur scène aujourd'hui. Nous n'allons pas centrer la présentation et vos interventions sur Mitsir, même si c'est dans ce cadre qu'on s'est connus. On va principalement parler de vos entreprises, de vos enjeux, de vos défis. Et si vous trouvez aussi des leviers spécifiques sur lesquels il y a des choses à activer, c'est le moment d'en parler. Du coup, pour commencer, je vous propose un petit tour de table. Et est-ce que par la même occasion, vous pouvez expliquer votre mission, la mission de votre entreprise, et à quel problème structurel du pays est-ce que votre entreprise s'adresse? On peut commencer par Marie-Louise. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui et merci aux organisateurs de m'avoir invitée pour ce panel. Donc, je suis la fondatrice de Biogascar Énergie qui valorise les déchets agricoles et forestiers en biocombustible. Donc, nous avons deux types d'alternatives écologiques. Nous produisons les briquettes et nous produisons également les granulés de bois qui sont destinés à remplacer le bois de chauffe et le charbon de bois. Récemment, nous avons également créé une branche dédiée aux services, formation et accompagnement pour les solutions de cuisson propre. Et à travers notre travail, nous contribuons à répondre à 3 crises majeures à Madagascar. La crise énergétique d'abord, comme nous savons tous, une forte dépendance en bois de chauffe est constatée à Madagascar avec plus de 95% de la population qui sont encore dépendants au bois à travers la cuisson et qui met une pression énorme sur nos ressources forestières. À part ça, il y a la crise environnementale également. Des milliers d'hectares sont partis chaque année à cause du bois de chauffe également. Et il ne faut pas oublier la crise sanitaire également par la pollution de l'air intérieur. Suivant le dernier statistique de l'OMS, il y a 21 000 morts chaque année à Madagascar, principalement des enfants et des femmes à cause de l'usage du bois de chauffe, à cause de la pollution intérieure. Donc, nous apportons des alternatives locales, propres et fiables, parfaitement adaptées au contexte malgache pour réduire la déforestation, pour améliorer la santé des populations et renforcer l'accès à une énergie durable. Donc, c'est ce qui fait notre contribution. Merci. Merci beaucoup et je rebondis directement dessus.
Je rebondis directement dessus parce que sur la préparation, tu as beaucoup parlé de ton rôle en dehors de la simple création et gestion de l'entreprise. Et le thème d'aujourd'hui, c'est le rôle des entrepreneurs pour façonner l'avenir. Est-ce que tu peux nous partager tout ce qu'il y a à faire autour de ton entreprise pour justement qu'elle réussisse? Oui, effectivement, dans un secteur comme le nôtre, où on va dire c'est un secteur en phase embryonnaire, donc il faut aller au-delà du rôle d'entrepreneur pour faire avancer les choses. Donc c'est pour cela qu'on a décidé de créer MCCI ou Madagascar Clean Cooking Initiative. Au fait, c'est un réseau national qui regroupe les acteurs du secteur de la cuisson propre à Madagascar. Donc, on est déjà sur 13 régions à Madagascar et dont j'ai l'honneur de présider ce réseau afin de faire avancer le secteur, puisque ce secteur a tellement de défis. À travers ce rôle, je contribue au développement national en regroupant d'abord tous les acteurs. Donc, il faut d'abord aller structurer le secteur. Après, en défendant au niveau des ministères, des PTF, comme ce secteur n'a pas vraiment de mesures, il y a un vide juridique dans ce secteur, aller co-construire des cadres stratégiques pour que les solutions de cuisson propre soient intégrées dans des politiques publiques et accessibles au grand nombre de populations. Donc, créer vraiment un écosystème fort afin que les entreprises qui œuvrent dans ce secteur puissent se développer normalement. Donc, ainsi, mon action ne se limite pas seulement au rôle d'entrepreneur, mais elle vise à transformer un secteur clé. Merci. Merci beaucoup. Ce sujet de structuration de secteurs et de filières, je pense que beaucoup a la même problématique et on va parler spécifiquement des défis que vous avez après. Mais je passe la parole peut-être à Adrien pour partager sur Pond. Oui, merci Kouloune pour l'introduction. Je remercie aussi Miaraka, Pindri pour l'organisation de cette conférence et qui valorise l'entrepreneuriat sur le secteur. Donc ça contredit notre mobilisation de tout à l'heure, l'entrepreneuriat est valorisé. Donc merci pour ça. Donc voilà, Adrien, directeur général adjoint de Bond. Bond, on est encore une jeune entreprise. On a 6 ans cette année. Je pense qu'on a été reconnu ou connu à travers l'un de nos premiers mandats il y a quelques années qui était de planter des arbres. Donc on continue de planter des arbres. Je dirais que c'est plus notre métier. Aujourd'hui, notre métier, c'est de faire grandir ces arbres, c'est de reconstituer des écosystèmes avec des impacts sociaux et économiques connexes à ces écosystèmes restaurés. On a une vision qui est complètement cohérente avec les thématiques de la conférence aujourd'hui et demain. Pour nous, c'est vraiment, on souhaite vraiment faire de Madagascar une référence internationale d'une économie qui repose sur des écosystèmes restaurés, sur la valorisation du capital naturel malgache. Donc c'est vraiment ça notre vision et on veut jouer bien sûr un rôle fondateur pour la construction de cette vision à travers la construction de ces fameuses solutions fondées sur la nature. Donc qu'est-ce que c'est concrètement ? C'est de transformer ce capital naturel en des actions, en des opportunités qui vont générer des avantages sociaux et économiques pour les populations. Donc c'est ça qu'on veut faire. Un peu concrètement, qu'est-ce qu'on fait et pour communiquer un petit peu comment on a évolué ces dernières années depuis des planteurs d'arbres au Bond d'aujourd'hui. On va travailler sur 3 piliers complémentaires. On continue de faire du reboisement, bien sûr, de la restauration. Ça reste un pilier essentiel de toutes nos actions. Donc on va régénérer les sols, on va régénérer des écosystèmes, des paysages, mais pour pérenniser ces restaurations, on va travailler aussi sur 2 autres piliers qui sont complémentaires. Un pilier qui va être
de travailler, de développer des chaînes de valeur sur la base de ces restaurations. Donc ça peut être sur différents types de chaînes de valeur durables, bien sûr, qui vont générer des revenus pour les communautés, mais aussi pour tous les acteurs et les partenaires avec lesquels on travaille. Donc c'est vraiment une approche pragmatique, une approche économique. Et puis en plus de ce pilier-là, on va travailler sur le développement de mécanismes financiers basés sur les marchés carbone. Donc ces mécanismes-là, ils vont permettre d'aller financer, voire préfinancer ou de pérenniser les deux premiers piliers. Aujourd'hui, voilà, il y a 6 ans, l'équipe elle se composait d'une dizaine de personnes. J'y étais pas, j'ai intégré cette année. Aujourd'hui, on est 160 personnes sur 6 régions et on espère continuer, même si c'est pas rose tous les jours. Voilà pour faire. Merci beaucoup. On va aller dans le sud-ouest avec Houssen. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité à ces 2 jours de réflexion. Alors, moi je suis Houssen, je suis CEO de Malakas. Malakas est une entreprise de valorisation du terroir dans le sud-ouest de Madagascar, à Tuléar. La valorisation du terroir en partant du constat que ce qui pousse dans notre terroir n'est pas valorisé, n'est pas transformé. Donc nous transformons en fait le manioc, qui est un produit sous-valorisé à Madagascar, qui est un produit non transformé à Madagascar. Nous le transformons en une farine de haute qualité, une farine qui est naturellement sans gluten, une farine qui est bio même, Colline, tu viens de le mentionner. Voilà. La mission de Malakas, c'est, comme je vous ai dit, c'est de valoriser le terroir. Nous travaillons aujourd'hui avec des agriculteurs, aujourd'hui qui sont au nombre de 65, que nous formalisons. Nous formalisons leur activité. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui vient de dire que les agriculteurs aujourd'hui ne sont pas du tout considérés dans ce pays. Ben nous, on fait l'effort de formaliser les agriculteurs avec qui on travaille, c'est-à-dire qu'on travaille avec des partenaires et non juste on fait de la collecte. Donc en fait on travaille avec 65 agriculteurs qui sont répartis en associations. On voudrait à terme créer une coopérative d'agriculteurs. Donc aujourd'hui nous valorisons leur terre. Ils cultivent du manioc. C'est des agriculteurs qui avaient l'habitude de cultiver du manioc mais qui ne savaient pas quoi en faire, qui faisaient de la culture vivrière, qui n'avaient pas de marché direct à leur manioc. Donc c'était soit le marché de Tuléar, soit c'était sécher le manioc qui allait soit à la poubelle, soit par coup de chance un contrat d'une ONG qui essaie d'acheter du manioc une fois par an. Donc voilà. Donc on essaie vraiment de valoriser ces agriculteurs. Donc ça c'est vraiment le premier défi pour nous, c'est d'accompagner les agriculteurs, c'est placer les agriculteurs au cœur d'un projet, au cœur d'une chaîne de valeur, du développement d'une chaîne de valeur. Et ensuite, c'est le produit. On transforme ce manioc en une farine qui est la première substitution. Hein. Aujourd'hui, dans les pays africains, la farine de manioc, dans certains pays, est beaucoup plus consommée que la farine de blé. Donc, on met sur le marché local une farine qui est localement transformée, qui est localement produite, et on essaie de valoriser un produit qui est juste une substitution. Donc en fait, on fait le blé aujourd'hui, la farine de blé aujourd'hui est à 90%, on va dire, importée. Donc on est sur de l'import-substitution. On valorise un produit transformé qui est de la farine sur le marché local. Voilà. Merci beaucoup, Houssen. On va passer de l'autre côté, dans le sud-est, avec Marius. Merci, Kouloun. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je m'appelle Marius Fabrice Ndjimaz, fondateur et gérant d'Adjao Company. Adjao Company est une entreprise malgache qui fait de collecte et de transformation des produits halieutiques. Nous sommes ancrés dans notre communauté côtière. Nous travaillons avec les pêcheurs du sud-est de Madagascar.
Maintenant, on travaille avec plus de 850 pêcheurs à Manakar, plus précisément à Manga Sud, une commune rurale au sud-est de Manakar. Donc, notre mission, c'est de créer des revenus stables et durables pour les pêcheurs, tout en protégeant et en conservant les écosystèmes marins et terrestres. Actuellement, nous faisons face à plusieurs problèmes structurels. Premièrement, il y a le changement climatique et surtout aussi, il y a aussi les pertes post-récolte parce que les pêcheurs, ils travaillent beaucoup, mais on en manque de matériel comme la chaîne froid et aussi, sans oublier, le matériel de pêche. Donc, est-ce que savez-vous que les pêcheurs ici à Madagascar vivent au moins de 5 000 arrières par jour, c'est-à-dire inférieur à 1 euro par jour. C'est cela que nous avons décidé de valoriser les produits halieutiques, les produits des pêcheurs, pour les aider premièrement et surtout pour créer aussi de valeur. Oadjao Company transforme notre business, c'est simple. Nous vivons avec les pêcheurs dans le village des pêcheurs. On installe au village des pêcheurs Mangasuch et on collecte leurs produits. Ensuite, on transforme les produits sur cette même village, c'est-à-dire que notre usine de production, c'est dans le village des pêcheurs. En plus de cela, nous transformons les produits en pâtés, en aliments sains et haute qualité. Comme les pâtés, les mortadelles, nous faisons aussi des rillettes, miettes. Nous avons aussi des produits de fumage, poisson fumé, anguille fumée, pardon. Et notre dernier produit maintenant, nous avons créé des chips de crevettes et des assaisonnements de poissons à base de poissons. Merci pour votre attention. Merci beaucoup et encore merci d'avoir accepté de participer à ce panel. Et on va finir avec Florent. Bonjour à tous. Merci à Miaracap et à Indri d'avoir organisé cet événement et de nous avoir invités tous à parler. Alors moi, je représente l'entreprise Canopy Energy. Alors on va partir d'un constat simple. Sur ces 23 dernières années, on a perdu 5,2 millions d'hectares de forêt, ce qui représente environ 226 000 hectares par an qui sont perdus et qui ne reviendront strictement plus jamais. Un système forestier qui disparaît, c'est un système forestier qui est brûlé, disparaît à jamais et est transformé en une savane qui s'auto-entretient et qui ne reviendra plus jamais. Alors, le but de Canopy, c'est justement de s'installer sur des parcelles qui sont devenues totalement dégradées, quasiment stériles et incultivables, pour y cultiver principalement un arbre, le pongamia, qui nous servira par la suite, après la récolte des graines, à produire de l'huile énergie. Et le gros de mon travail sur ces terrains-là est en fait de transformer ces terrains devenus totalement stériles en des terrains qui le redeviennent grâce à des méthodes agroforestières et de génie écologique, si on peut dire ainsi. C'est là-dessus que en fait, nous avons mis en place ensemble divers modèles agroforestiers, notamment un modèle agroforestier mellifère, afin de pouvoir accueillir des abeilles toute l'année qui, en plus de nous fournir du miel, surtout améliorera la production de nos pongamias d'environ 40%. Nous avons aussi un autre projet que nous commençons à mettre en place, qui est le volet agroforesterie fourragère, parce que
nous avons des ébus sur la place, sur la zone, parce qu'on travaille sur une quand même très grosse zone qui est utilisée par des paysans. On ne peut pas leur voler la place et une des principales activités économiques de ces paysans-là est justement le sylvopastoralisme. Donc on met en place des cultures d'arbres qui vont pouvoir nourrir ces ébus. Ces ébus qui, au choix entre le pongamia et nos plantes spécialement fourragères, préférant consommer nos arbres fourragers. Et ces ébus-là iront directement enrichir nos sols. Donc on n'a plus besoin à terme de les amender. Nous avons aussi un système agroforestier fruitier qui va un petit peu avec le mellifère, parce que quand les arbres fleurissent, ils font des fruits. Voilà. Il faut savoir aussi, tout à l'heure je parlais des chiffres de la déforestation. Sur ces 5,2 millions d'hectares qui ont été déforestés à Madagascar ces 23 dernières années, 90% sont liés à l'agriculture ou l'élevage. Et donc si on veut transformer le pays durablement et limiter le saccage de sa biodiversité, il faut aussi transformer l'agriculture en y intégrant des arbres qui vont permettre de restaurer les sols et de nous fournir du bois de chauffe, du bois de construction, des fruits, tout ce qu'il faut pour manger. Et un arbre planté, c'est un arbre qui est récolté toute notre vie, jusqu'à des générations futures, qui est quand même beaucoup plus pérenne que des cultures qui ne le sont pas. Voilà. Donc ces systèmes agroforestiers-là sont pour le moment en essai sur 450 hectares, à raison de 1000 arbres par hectare environ, et avec 200 km de haies vives, avec 700 km de haies vives sur l'ensemble de nos cultures. Donc ça fait, voilà. Tout ça pour enrichir les sols et les restaurer durablement. Et on emploie aussi sur la zone environ 650 personnes à l'année. Merci beaucoup. Vous avez chacun parlé de vos réalisations sur le terrain et de vos impacts concrets, tous aussi impressionnants les uns que les autres. Et vous réussissez à faire ça dans un environnement qui est particulièrement difficile. Du coup, la prochaine question, c'est les défis auxquels vous faites face au quotidien sur vos activités. Est-ce que vous pouvez nous partager respectivement 2 à 3 défis auxquels vous faites face tous les jours? En commençant peut-être par Adrien. Très bien, merci. Alors, oui, des défis, il y en a beaucoup. Les choses, elles ne sont pas naturelles. Je pense qu'on se bat tous les jours, on a ça en commun. Je pense qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'on ait un défi à affronter. S'il fallait en choisir 3, du coup, je pense qu'on peut mentionner. Si vous voulez, dans le secteur, il y a des opportunités économiques. On a des clients, on a des portfolios de clients qui sont intéressés d'investir à Madagascar. Ça y en a qui veulent soit acheter des crédits carbone, qui veulent acheter des produits durables, sourcés localement auprès de producteurs qui suivent des cahiers des charges, des bonnes pratiques de sauvegarde environnementale et sociale. Il y a des opportunités au niveau national et international. Au-delà de ça, je pense que la difficulté pour sécuriser ces opportunités, elle est sur la notion de risque. On en a beaucoup parlé ce matin, je voulais en reparler un petit peu. On trouve aujourd'hui que le risque, il est beaucoup porté par les entrepreneurs à Madagascar, tous les risques. Mais je parle d'un particulier qui est sur la facilité d'entreprendre ces projets-là, sur les demandes d'autorisation, sur des homologations, des demandes de concession, des permis, etc., etc. Donc, quand bien même on essaye d'être dans les clous à tout point de vue et d'être le plus irréprochable possible, en tout cas, moi je suis fier de ce qu'on fait. On est clean à tout point de vue sur toutes les démarches. On suit tout le cadre réglementaire et légal malgache, mais malgré ça, c'est difficile. On attend, il faut se battre. Bien sûr, il y a de l'opportunisme, de corruption qui émerge, et donc c'est extrêmement difficile. Donc je mentionnerai peut-être ce premier défi-là. En deuxième, je parlerai de la finance. Ce point, il exclut complètement l'intervention de Mirakap.
mais on aimerait qu'il y ait plus de financement, disons, pragmatique par rapport à notre secteur d'intervention. Quand on travaille dans le secteur de l'environnement, on travaille avec le vivant. Quand on travaille avec le vivant, eh bien des approches projets ou des attentes de retour sur investissement à court terme, eh ben, c'est pas possible. Et donc on a vraiment besoin de réfléchir à des mécanismes de financement qui soient patients et qui s'intègrent sur ces réalités de travailler sur le vivant. Donc ça, c'est peut-être ces deux. Et puis un troisième, j'hésite. Je ne veux pas juste faire un raccourci sur l'accès au marché, c'en est un, mais peut-être on construira ça plus tard. Peut-être sur les questions foncières. On sait qu'on travaille sur de l'aménagement du territoire, on régénère des paysages, on a besoin de travailler sur des échelles très importantes. On ne travaille pas sur 1 ou 2 hectares. Hein. Quand on parle d'agroforesterie, tu viens de le parler, Flo, on parle de zones très 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 importantes. Si on veut régénérer des écosystèmes, c'est indispensable. Et donc la dimension foncière, elle est vraiment importante également. Et je pense qu'il y a un gros chantier, je crois qu'il y a une table ronde là-dessus demain. Donc peut-être je ne creuse pas trop maintenant, mais je le mettrai sur mon podium des enjeux auxquels on est confronté actuellement. Voilà. Merci beaucoup. Et si je prends un des 3 défis que tu mentionnais, prenons le financement, comment est-ce que vous faites face du coup à ce problème d'un manque d'accès au financement durable? Comment est-ce que vous continuez à développer et à croître? Alors, on essaye d'être agile, bien sûr, on diversifie les opportunités de financement, on essaye d'être, quel est le terme, des antifragiles par rapport à ces enjeux-là. Bien sûr, on a certains types de financements plus historiques dans lesquels on s'intègre dans des stratégies RSE des entreprises. Donc ça, c'est des financements, même s'ils ne sont pas forcément à la hauteur de l'ambition nationale, elles permettent d'avoir des financements relativement récurrents qui permettent de payer les salaires et de survivre. Là, on est là après 6 ans. C'est quand même grâce à tous nos clients, notamment à Madagascar, qu'on remercie, qui nous font confiance sur des contrats parfois sur plusieurs années. Et ça, c'est très important pour nous. Donc ça, c'est un premier élément. Je mentionnerai des stratégies plus innovantes sur ces mécanismes de financement carbone. Là aussi, on remercie. C'est essentiellement des clients à l'international qui partagent le risque avec nous, qui sont prêts à envisager des préfinancements pour de l'opérationnel et ces restaurations d'écosystèmes, sachant qu'on s'engage parfois sur 30 ans. Donc là, on partage le risque, c'est super. Et voilà, on essaye d'avoir différents types de sources de financement. Très bien, merci. Houssen, tu aimerais nous partager quelques défis auxquels tu fais face? Alors, chez nous, dans la transformation agroalimentaire, c'est le défi à Madagascar, c'est le rendement. Les rendements de notre agriculture est très, très, très faible, ce qui fait qu'on a un problème de compétitivité. En fait, dans le manioc, par exemple, nous avons un Tuliar. Je vous ai dit que c'était une culture de manioc. Tuliar est un pays du manioc. Mais malgré cela, nos agriculteurs ont des rendements très faibles qui sont de 7 tonnes à l'hectare. VS, un pays africain consommateurs, producteurs de manioc qui sont à 30-40 tonnes à l'hectare. Pourquoi ? C'est juste parce que, on en a discuté même tout à l'heure, c'est un problème comportemental, c'est un problème de formation, c'est un problème de structuration de l'agriculture. Et pour ça, en fait, le défi, c'est qu'il y a besoin de moyens et qu'une entreprise transformateur, nous, en tant que transformateurs, nous ne pouvons pas tout seul faire face à ce défi de rendement. Ce qui fait qu'en fait, quand on produit, quand on transforme ce manioc qui nous coûte très cher, on a un problème de compétitivité. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à le transformer au coût, on arrive à des coûts de production qui sont très élevés, qui fait qu'on n'arrive pas à accéder au marché local. Le marché local aujourd'hui, qui est, vous savez, à Madagascar, qui est beaucoup tiré par le prix. Une entreprise, on va dire une belle entreprise qui a une belle histoire, qui travaille avec des agriculteurs, qui répondent à une vraie mission, mais en fait, on se demande si on est sur le bon chemin parce que en fait, notre seule valeur ajoutée, c'est
c'est vendre aussi. Hein. Notre seul but aussi, c'est de vendre, c'est de vivre. Et en fait, on n'a pas accès à ce marché parce que ce marché ne nous regarde pas. Il est tiré par le prix. Donc en fait, c'est ça. Le premier défi, c'est les rendements de manioc, c'est les rendements dans l'agriculture. Et deuxième défi, c'est, c'est la confiance du consommateur. Alors, quand je dis confiance du consommateur, c'est qu'aujourd'hui, peut-être que le marché est tiré par le prix, oui, mais aussi à la confiance du consommateur, c'est-à-dire que j'ai l'impression, aujourd'hui, après 4 ans, c'est que le consommateur malgache, en fait, il n'a pas confiance aux produits transformés dans son pays. Il n'a pas du tout confiance, c'est-à-dire qu'il va préférer les produits importés et il n'y a pas cette confiance en fait. Donc moi aujourd'hui j'appelle tout le monde à cette confiance, à trouver la confiance aux produits qui sont transformés localement. C'est pas parce qu'ils sont transformés localement qu'ils sont transformés de façon artisanale, c'est qu'ils sont transformés de façon entre guillemets sale. C'est de mettre la confiance dans nos produits locaux. Voilà. Donc, en plus, on a le deuxième défi, c'est que les produits sont tirés les prix sont tirés vers le bas sur un marché local. Et en fait, on n'est pas comme d'autres pays. Alors, on importe, par exemple, dans la farine. Je vous ai dit qu'on consomme plus de l'importation. En fait, cette farine, pour vous donner juste le schéma, c'est qu'elle vient d'un pays qui est subventionné à mort dans l'agriculture et qui envoie en fait la farine ici. Et nous, en fait, on se retrouve face à ça où nos rendements sont très faibles, on n'est pas du tout accompagné dans ça. Et pareil, sur l'accès au marché, nous ne sommes pas du tout accompagnés, ce qui fait qu'on se retrouve face à ces géants avec des produits très chers. Donc en fait, aujourd'hui, c'est moi, en tant que jeune, je me dis, si j'avais pas les bons partenaires aujourd'hui, mais est-ce que je tiendrais quoi ? Jusque quand si tout cela continue. Merci beaucoup, Sen. Et il y a effectivement cette partie écosystème qui est importante. Tout à l'heure, nous aurons Nassima qui interviendrait aussi sur le cadre plus général, en dehors de l'entrepreneur, avec qui s'entourer, parler de l'écosystème autour. Et merci pour ton témoignage. Marie-Louise. En ce qui concerne le défi, il y a tellement beaucoup dans mon secteur. Donc, il y a déjà les défis sociaux. Les Malgaches sont encore avec cette habitude de dépendre au bois de chauffe. Donc, changer le comportement, c'est un grand défi. Il y a les défis économiques également, avec un pouvoir d'achat très faible. Les Malgaches vont forcément choisir le combustible le moins cher, donc qui est le bois de chauffe et le charbon de bois. À part ça également, il y a les défis dans l'accessibilité au financement, parce que dans ce secteur, on n'a pas assez de marge bénéficiaire, une marge bénéficiaire assez mince. Et quand on va vers les banques, si ton marge bénéficiaire est en dessous des taux que les banques prennent, donc ça ne va pas marcher. Donc ça, là, on est bloqué également. Mais les deux grands défis, si je dois choisir, il y a les défis réglementaires. Ça, vraiment, il y a vraiment un vide juridique. Il n'y a pas d'incitation fiscale pour ce secteur, malgré, ça fait partie du secteur de l'énergie, mais quand on, par exemple, quand on veut importer des équipements de production, dans la production de solutions de cuisson propre, mais on paye à plein pot les taxes et tout ça contre les panneaux solaires qui ont des mesures plus, on va dire, des mesures incitatives dans la détaxation. Les matériels agricoles également, c'est la même chose, mais pour nous, il n'y en a pas encore. Il y a également les défis technologiques.
Ça aussi, on rencontre beaucoup de problèmes là-dessus parce que on n'a pas vraiment accès on va dire, aux services laboratoires pour que les gens puissent vraiment avoir confiance en notre produit. Il faut qu'il soit testé, mais aller dans les laboratoires, ça coûte 720 000 arrières pour un test. Et si le client demande où sont les résultats des tests, donc là, on est déjà bloqué. Ce n'est pas tout le monde qui peut se payer 720 000 arrières à chaque fois qu'on va faire les tests. Donc, il y a tellement, mais ce sont ce que je retiens. Merci beaucoup. Pour une fois, en parlant de défis, personne n'a parlé de talent, d'infrastructure ou d'électricité. Mais on aura 2 autres interventions. Sinon, les personnes en live, n'hésitez pas à poser vos questions et on pourra les avoir après. Marius? À John Company, nous faisons face à plusieurs défis. Mais comme nous sommes créés pour notre communauté côtière, c'est-à-dire les pêcheurs, donc notre premier défi, c'est social. C'est les problèmes des pêcheurs. Nous vivons avec eux. Nous trouvons que ce n'est pas facile d'aller en mer avec les canaux traditionnels, parce qu'ici à Madagascar, plus de 90% des pêcheurs utilisent des canaux sans moteur. Donc, c'est là que nous trouvons que notre premier défi est très grand. Très grande parce que, comme nous, oui, il y a les accélérateurs comme Yaracap qui nous a aidés, l'USAID, et il y a aussi l'État qui a donné quelques gilets de sauvetage à nos pêcheurs, mais je trouve que ce n'est pas suffisant parce que là-bas, on trouve que le développement ne mesure pas en ville. Le développement se mesure aussi, même dans les milieux ruraux, comme nous travaillons. Ce n'est pas impossible de faire le développement là-bas. Donc notre premier défi, c'est d'aider nos pêcheurs, de leur donner, de nous aider, de donner des matériels, de créer des foires presque dans Madagascar. C'est là notre premier défi. Mais il y a aussi, comme Hussein a dit, l'accès au marché. Ce n'est pas facile d'entrer au marché ici à Madagascar. Comme nous sommes habitués à l'importation, à des produits importés, qu'on ne sait pas comment ils fabriquent, comment ils produisent ces produits. Comme nous, à Joe Company, nous faisons face aux accès au marché parce que, premièrement, ce n'est pas facile de créer des visibilités, de créer de publicité ici à Madagascar. Ça coûte à 1 à 2 millions d'arrières et aussi de chercher aussi des commerciaux. Ce n'est pas facile aussi. Et c'est là que je vous invite d'acheter notre produit malgache qui respectent les normes. On a déjà fait plusieurs certifications comme AQSQDA. Maintenant, nous essayons de faire la ACCP qui coûte très très cher pour une entreprise PME comme nous, pour vous donner le maximum de besoins et maximum de confiance. Et le troisième défi, je trouve que c'est pas facile, c'est difficile d'entreprendre ici à Madagascar. Heureusement, comme nous à John Company, nous avons la chance d'être sélectionnés
par les programmes Startup Missir qui nous a aidé d'acheter des matériels parce que au début, nous travaillons artisanalement. Nous faisons du poisson fumé seulement et après, quand nous développons, nous trouvons qu'il faut faire d'autres produits et c'est là que nous avons été sélectionnés par Mercap et USAID et c'est là que nous avons les moyens d'acheter des matériels de production et aussi du matériel de conservation des produits. Donc, notre troisième défi, c'est le financement. Et je vous invite d'aider les entrepreneurs malgaches parce que la première solution financière pour les entrepreneurs, c'est d'acheter leurs produits, c'est d'acheter notre produit. Donc, merci, Kouloune, de nous avoir donné la parole. Merci à vous. On va finir sur Florian, sur les défis. Et tout à l'heure, je vais poser sur une note un peu plus optimiste et un peu positive, les opportunités que vous voyez aujourd'hui. J'imagine que la création de vos entreprises respectives repose sur une opportunité, un problème que vous avez transformé en une opportunité. Je vous demanderai de partager dessus après, mais on va d'abord écouter Florian sur ces défis. Alors nous, sur le défi, je vais surtout parler d'un principal défi. C'est juste le respect de l'état de droit, tout simplement. On doit se battre, nous, sur nos terrains, avec des orpailleurs illégaux. On a des très gros soucis là-dessus et c'est presque à nous de faire la police. Voilà. Et là-dessus, l'État flanche un peu. Pareillement aussi avec les feux de brousse. On se bat continuellement contre les feux de brousse. On doit se battre tout seul. Un feu de brousse, l'année dernière, ça nous a détruit pas loin de 150 hectares d'un seul coup. C'est des pertes qui représentent des sommes d'argent qui sont absolument phénoménales. Donc voilà, c'est très simple, mais c'est juste le respect de l'état de droit. On voit à Madagascar qu'en tout cas au niveau de l'environnement, les destructeurs, les magouilleurs ont toujours raison. On les laisse faire haut la main, on les regarde, on sourit et on ne fait rien. Et que finalement, ceux qui sont criminalisés sont presque ceux qui agissent. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc ce serait juste une amélioration de l'état de droit et de l'application des droits et des peines. Et là-dessus, ça dépasse un petit peu le cadre de Canopy, mais sur la criminalisation des personnes qui préservent l'environnement, j'ai une grosse pensée pour Razan Ivouyboul, qui se bat très régulièrement contre les charbonniers, et alors que c'est les protecteurs que l'on enferme. Donc voilà, le respect de l'état de droit qui est le plus important. Et sur le deuxième, je toucherai juste un mot, mais je rejoins totalement Adrien sur le foncier. Le foncier, pour les paysans ou pour les entreprises agricoles, est une catastrophe. On ne peut pas cultiver sur des terres qui ne sont pas titrées, bornées, qui sont légalisées. Et pour moi, comme le futur de l'agriculture malgache se fait notamment sur l'agroforesterie, personne ne plante des arbres sur un terrain qui n'est pas légalisé. Personne. Merci beaucoup. Comme nous sommes limités par le temps, et on va passer après aux questions et réponses, peut-être une dernière question avec une réponse courte, s'il vous plaît, sur les leviers que vous trouvez aujourd'hui, votre call to action. Pour vous, quel serait le type d'appui qui serait transformateur dont chacune de vos entreprises aurait besoin? On peut commencer par Adrien. Très bien, merci. Ouais. Bon, je pense que je vais retomber sur les mêmes bases que tout à l'heure. Il y a des leviers qui existent pour catalyser la restauration des paysages et des forêts à Madagascar. Les opportunités économiques, elles existent. Il y a un certain nombre de freins, de plafonds de verre qu'il faut qu'on arrive à rompre ensemble. Je pense que
La première chose, et on l'entend à travers les différents discours, c'est qu'on continue de se sentir un peu seul par rapport à tous les risques auxquels on est confronté. Donc je pense qu'il faut développer une sorte de solidarité structurelle, institutionnelle par rapport à tous ces enjeux, que ce soit sur le foncier, la volatilité des marchés, créer un peu ce climat fertile des affaires dont on parlait plus tôt dans la matinée. Je pense que ça, c'est une évidence. Je pense que c'est aussi de se saisir d'opportunités qu'on maîtrise mal, qui sont là. On parle de projets carbone, ça reste des swearing words un petit peu. On ne sait pas trop à quoi ça correspond. On en a peur parce que voilà, on ne comprend pas trop ce qui est sous-jacent. Il y a eu des mauvaises pratiques il y a quelques années sur des monocultures à outrance, des abus, et comme dans tout mécanisme et des nouvelles stratégies. Aujourd'hui, on est sur des marchés extrêmement porteurs qui vont continuer à l'être avec des standards extrêmement exigeants et contraignants sur les bonnes pratiques environnementales et sociales. C'est quasiment impossible aujourd'hui, selon les meilleurs standards internationaux, de déraper et d'abuser et des stratégies d'instrumentalisation des communautés, d'accaparement des terres, etc. C'est impossible. Il y a des audits qui sont extrêmement exigeants. On a eu nos premiers audits cette année en juin qu'on a passé avec brio. On est très fiers. C'est suant. Et je pense que voilà, il faut pouvoir préparer Madagascar à répondre et à embrasser ces opportunités. Les pays d'à côté, ils y répondent, ils sont prêts. Le Kenya, le Ghana, ils vont pas nous attendre. Donc il y a un besoin, il y a une opportunité, et à nous de les saisir. Il y a les compétences, il y a les savoir-faire. Ça fait maintenant depuis 2022 qu'on travaille sur ces sujets. On est prêt. Il faut nous aider à briser ces plafonds de verre de barrières administratives dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup. Je vous propose d'ouvrir la discussion aux spectateurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous avons 2 mains de ce côté. 3. Bonjour. Dans ce que vous avez évoqué, on n'a pas vraiment évoqué l'industrialisation de l'agriculture. Je voulais savoir un peu quelle était l'avis un peu des panélistes, parce qu'on dit qu'on manque de rendement, on manque de mécanismes, de productivité. Donc je voulais juste leur avis là-dessus, sur ces terres qui sont totalement dégradées, qui n'ont plus, qui ne peuvent plus produire. Comment on pourrait industrialiser l'agriculture. Merci. Merci beaucoup. On va prendre les 2 autres questions et répondre aux 3 en même temps. Bonjour, je suis Anzar, je suis piscicultrice. Je fais de la pisciculture intensive dans la région d'Alamangue. On n'a pas parlé tout à l'heure de l'accès au financement. Quand on est, et pourtant, on l'a dit tout à l'heure, oui, tout à fait. Quand on est agriculteur, quand on est éleveur, on est très, très peu valorisé. C'est difficile d'accéder au financement. On ne sait pas vraiment où se trouvent les subventions. Par exemple, dans mon secteur à moi, je ne sais pas où se trouvent les subventions. L'agribusiness, c'est beaucoup d'argent, c'est pas artisanal. Quand c'est artisanal, c'est pas intéressant. Et pourtant, ça devient très intéressant quand c'est grand, intéressant pour l'entrepreneur lui-même, mais aussi pour la communauté, parce qu'on utilise un grand terrain, on utilise beaucoup de personnes, on travaille avec beaucoup de personnes. Même l'accès financier auprès des institutions financières, c'est difficile parce que, par exemple, à la banque, moi je suis allée à la banque, il n'y a même pas l'onglet pisciculture. Quand on fait du poisson, on a une production tous les 6 mois. À la banque, on doit rendre l'argent tous les mois. On nous demande de se surendetter avant même d'avoir pris des sous. Et en fait, c'est vraiment cet accompagnement financier que je trouve c'est difficile, parce que mobiliser les personnes, difficile mais faisable. Les terrains, difficiles mais faisables, parce qu'on peut impliquer les propriétaires fonciers, les paysans eux-mêmes. Mais l'accès à la formation, à la limite, on peut trouver quand on est en ville. Je ne sais pas, j'habite pas dans les régions, donc je ne sais pas dans les régions. Mais l'accès au financement, il est plus facile de trouver des subventions pour des sensibilisations que de trouver de l'argent pour concrètement
planter ou élever pour manger après. Donc, je n'ai pas vraiment entendu ces témoignages-là par rapport à... J'ai entendu les témoignages qu'il y avait des aides, mais les accès au financement, je voudrais avoir un peu plus de témoignages et d'informations là-dessus. Merci. Merci beaucoup. Et une troisième question. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Lance, je suis moi-même entrepreneur. Le thème du panel, là, c'est le rôle des entrepreneurs à impact pour façonner l'avenir. Donc, moi-même, en tant qu'entrepreneur, je sais que c'est nous qui apportons les innovations, les solutions pour faire face aux problèmes socio-économiques. Et ce qu'on a dit depuis ce matin, c'est que la responsabilité de la croissance économique, du développement du pays, l'inclusivité, tout ça, ça repose en grande partie sur nous, les entrepreneurs. Moi, ce que j'aimerais de votre part, c'est un petit partage au-delà de vos défis, de problèmes de marché, de problèmes de foncier. C'est un petit partage de mindset peut-être, de comment vous faites face aux problèmes contextuels même et structurels à Madagascar. Je parle d'instabilité politique, je parle des différentes crises, je parle de tout ce qui est manque d'infrastructure. Parce que c'est vrai, on est entrepreneur, on s'adapte, mais on nous rend la vie difficile. Je suis sûr que vous ressentez que c'est très difficile d'entreprendre à Madagascar. Mais en plus, on nous rajoute des couches, beaucoup de couches, des couches auxquelles on ne s'attend pas. Donc j'aimerais bien juste un partage au-delà de tous des défis que vous avez fait face en interne. Merci. Merci beaucoup. Juste pour résumer, du coup, il y a la question de FIFO sur l'industrialisation de l'agriculture. Il y a la question sur l'accès au financement et il y a la question sur comment vous faites face aux problèmes structurels et politiques contextuels à Madagascar. Oui. Pardon. Alors, je vais commencer dans l'ordre. Au niveau de l'industrialisation des cultures, finalement, c'est assez compliqué à Madagascar parce que, en tout cas, quand on a des grandes surfaces, si on industrialise, ça veut dire qu'on ne peut plus employer personne. Si on n'emploie plus personne, ça veut dire qu'en gros, on prend des terres, on n'emploie personne, ça rapporte de l'argent à personne, à part à la personne à qui on achète l'outillage. Bon, ça c'est juste en aparté comme ça sur de la petite agriculture. Nous, on va passer un petit peu à l'industrialisation de nos cultures, notamment avec des semoirs à mettre derrière des tracteurs. Et pour le moment, c'est principalement ça. On utilise aussi des tracteurs, mais bon, pour le paysan moyen, c'est totalement inaccessible. Ça coûte des années de vie d'investissement. C'est très compliqué dans le contexte actuel. Vous avez parlé aussi de restauration de zones totalement infertiles. Ça, là-dessus, Adrien et moi, on a un petit peu la même manière de faire, notamment avec des haies vives. Les haies vives, en fait, on va utiliser des plantes pionnières, autochtones, voire parfois endémiques, à croissance très rapide sur des sols qui sont vraiment de très basse qualité. Ces arbres-là, ces arbustes-là vont pousser, vont fertiliser les sols déjà en amendant les sols en azote. Et surtout, après, on va faire aux paysans ou aux personnes qui habitent sur place ce qu'ils préfèrent faire, c'est-à-dire couper des arbres. On va leur faire couper des arbres, on va leur faire couper ces haies, et ces haies, plus elles sont coupées, plus elles produisent. Plus elles produisent, plus les sols se fertilisent. Plus les sols se fertilisent, plus les haies produisent, plus ça fertilise, plus ça... On rentre dans un nouveau cercle vertueux. Voilà, ça c'était... Bon, je ne peux pas trop en parler, mais voilà. Après, sur... Si... Oui. Juste parce qu'on est limité par le temps, désolé, mais merci pour cette réponse très riche. Peut-être qu'on peut prendre une autre personne pour répondre au choix sur les deux autres questions, si ça vous va. Vas-y. J'aimerais répondre sur l'accès au financement et donner un témoignage sur notre cas, par exemple. Alors moi, je pense que pour l'accès au financement, à Madagascar, c'est un problème d'alignement. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, je peux confirmer, des financements, il y en a, ça, il n'y a aucun souci avec le nombre d'organismes qu'il y a aujourd'hui qui proposent des enveloppes extraordinaires sur des thèmes, sur l'agriculture, etc. Mais quand je dis alignement, j'ai pas l'impression aujourd'hui qu'en fait, on nous écoute, nous entrepreneurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as un organisme qui dit « j'ai beaucoup d'argent que je vais déployer, ou j'ai déployé l'année dernière sur une zone géographique
qui n'est pas du tout concerné, où il y a pas du tout, où nous ne sommes pas concernés, où il n'y a pas du tout d'agriculture. Comme ils ont entendu le mot, un mot qui était à la mode il y a pas longtemps, le mot kéré, ben, en fait ils sont tous partis là-bas et ils ont donné beaucoup de pognon. Et maintenant ils se retrouvent à dire mais mince, on a mis beaucoup d'agriculture là-bas, mais et qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Donc ça, c'est un problème d'alignement, et même avec le gouvernement. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis allé voir la FAO la semaine dernière, où on me dit, on a les solutions à tous tes problèmes. Le manioc, on sait comment le cultiver, on sait comment le valoriser, parce qu'on le fait en Afrique, on le fait partout. Mais votre gouvernement, il ne nous a pas donné la mission d'activer le manioc. Donc on n'y va pas, et on n'ira pas. Nous attendons que le gouvernement nous donne la mission. Donc quand je dis alignement, c'est ça en fait. C'est est-ce qu'on nous écoute d'abord? Est-ce qu'on a conscience des opportunités, de ce qui se passe aujourd'hui? Et comment ça se passe en fait? Là, j'aimerais demander cette question. Donc oui, je suis d'accord avec toi, mais je peux te dire que des financements, il y en a. Hein. Il y a des bailleurs, il y en a. Et voilà. Et voilà, c'était sur moi par exemple, ça fait 3 ans que je demande un financement sur les rendements de manioc, et là j'espère que je l'ai obtenu, et encore une fois grâce à un partenaire, grâce à Miaracap, et quand je dis aujourd'hui, si j'avais pas un partenaire aussi solide, un partenaire qui croit en moi, je ne sais pas si j'aurais tenu. Voilà. Merci beaucoup, Sten. Qui veut prendre? Vas-y, Marie-Louise. Je vais répondre par rapport à comment on fait face à la crise, puisque c'est une situation que je suis en train de traverser en ce moment. Durant la crise du 15 septembre, on a rencontré une chute drastique de nos commandes parce que, on était dépendants aux industries. Et les industries ont aussi leurs problèmes, il y a la Goa et tout ça. Donc, la plupart des clients ont annulé les commandes, ont suspendu les commandes. Et c'est là que on a créé le Biogascar Impact. Au fait, on a pensé comment on peut être plus résilient face à cette crise-là. Donc, c'est la diversification de revenus. C'est ça qu'on a opté afin qu'on puisse traverser la crise, quoi. Donc, au début, on produit tout simplement des briquettes et des pellets. Mais après, on a ouvert un service dédié à la formation, puisque depuis toujours, on a toujours demandé est-ce que vous donnez des formations? On a toujours dit non. Et là, on s'est dit mais pourquoi pas? On va aller dans ce service-là, on va offrir ce service-là pour faire face à la crise. Que comme quoi, si il y a des moments où il y a des chutes de commandes dans d'autres produits, on a toujours notre source de revenus là. Donc c'est ça ce que j'aimerais partager un tout petit peu à propos de ça. Merci beaucoup. On va prendre une dernière question et après j'invite Nassima à venir sur scène pour la conclusion. Bonjour à tous, merci de m'avoir donné la parole. Je suis Niundra Funjakout d'Ecovision Village. Je vais poser une question particulière à Madame Louise. C'est pas que les autres projets ne m'intéressent pas, mais nous, de notre côté, sur Ecovision Village, nous œuvrons sur la reforestation et la restauration écologique et aussi la conservation de la biodiversité. Pour ma question, j'ai bien entendu tous les défis, mais ce qui m'intéresse particulièrement, comment avez-vous fait par rapport directement à la communauté locale lorsque vous avez développé votre projet? Parce que pour développer ce projet, il aurait fallu en fait aller directement vers la communauté locale, essayer de les sensibiliser, de les former. Est-ce qu'il n'y a pas eu de rejet par rapport à cela?
est-ce que vous n'avez pas rencontré certaines difficultés à changer le mindset des communautés locales? Parce que là, j'ai bien entendu que là, actuellement, vous êtes dans 13 régions. C'est la question. Merci. Oui, au fait, Biogascar Énergie, particulièrement mon entreprise, on est basé à Mooramang, mais les 13 régions, ce sont les membres de MCCA. MCCA, c'est un réseau national où sont regroupés les acteurs comme nous. Donc, nous avons des membres à travers 13 régions, mais moi, je suis tout simplement je fais partie d'une région parmi ça. Vous avez parlé de comment on fait avec la communauté locale. Au fait, c'est encore un grand défi et même en tant que secteur privé, nous, le secteur privé même, on ne peut pas résoudre tout seul ce problème de mindset, ce problème de changement de comportement. On a besoin des parties prenantes, comme on a besoin du gouvernement, des partenaires techniques et financiers, pour pouvoir inciter les gens à vraiment changer ce mindset-là. Mais je ne pense pas que seul le secteur privé pourra faire le travail. Il faut plusieurs acteurs dedans. Merci beaucoup et merci à tous pour votre intervention. Juste pour conclure, je tenais à remercier les entrepreneurs pour votre témoignage qui était très sincère, très complet et très riche. Et merci aussi au public pour vos questions et pour votre attention. Maintenant, j'appelle Nassima pour venir témoigner, qui est aussi une entrepreneure et qui est dans l'écosystème des entrepreneurs de Miaracap. Et merci à tous et bonne continuation. Merci. Je vais rester debout parce qu'on m'a dit que j'avais pas beaucoup de temps. Donc je suis Nassima, je viens de l'île Maurice, c'est une conférence internationale. Je vais pas me présenter pareil en détail, mais je suis à la fois investisseuse et à la fois entrepreneuse. Je tiens à remercier Indri et je tiens à remercier Miaracap pour l'invitation. Je tiens à remercier Miaracap et à vous féliciter pour ce travail, d'accompagner ces entrepreneurs. Parce qu'en effet, pour moi, je pense que les leaders j'arrive plus à trouver le mot, Stéphane Ducoun, c'est un peu le stress. Le pari doit être vraiment sur ces entrepreneurs à impact. Et je relisais cette phrase tout à l'heure qui dit appui aux entrepreneurs engagés pour la biodiversité et l'adaptation au changement climatique. Je faisais un constat, la raison pour laquelle j'ai créé Afroclimate il y a 3 ans, c'était de voir qu'en fait, l'Afrique aujourd'hui ne contribue qu'à 4% des émissions globales. Et je regardais les statistiques pour Madagascar, on est à 0,1%. Cette même population africaine, tout le monde parle de 2050, notamment pour le secteur privé, elle représentera 25% de la population mondiale, un quart de la population mondiale. Et Madagascar, je regardais, je pense qu'on sera aux alentours de 50 millions. Qui dit démographie, dit croissance. Et qui dit croissance, il faut que cette croissance soit verte. Parce que si cette croissance n'est pas verte, c'est 4% et c'est 0,1%, il risque d'exploser. Et tous les efforts aujourd'hui que peuvent faire les pays matures, les États-Unis, la Chine ou l'Europe, vont servir à rien du tout. Tout pourra basculer. Donc je pense qu'il faut également garder en tête que oui, on est à Madagascar, que oui, on a nos difficultés à Madagascar, mais qu'en fait, on est tous sur la même planète. Et pour moi, ces entrepreneurs-là, ce sont les leaders parce que tous, sans exception,
sont au service des communautés. Des communautés les plus affectées, quand on regarde, les communautés, malheureusement en Afrique, et dans le cas de Madagascar aussi, elles souffrent de quoi? On est encore sur les besoins primaires. On parle d'accès à l'eau, on parle d'accès à l'électricité, on parle d'accès à la nourriture, l'habitat, la santé. Et tous, ils essaient d'adresser en fait ces problèmes. Et c'est de ce constat où nous, en fait, on a créé Afroclimate, parce que quand on regarde les entrepreneurs à impact, on entend souvent dans le monde des startups les unicornes. En fait, en Afrique, il n'y a pas d'unicornes. En Afrique, il y a des zèbres. Et les zèbres, ce sont les entrepreneurs à impact. Et qu'est-ce qu'on fait avec les zèbres? Eh bien, on les accompagne sur le long terme et on les aide à grandir. Et donc, nous, on a développé une approche sur 6 piliers. Le 6e pilier, il est allé après. Et c'est marrant parce qu'aucun d'eux n'a parlé de ce pilier dans leur présentation sur les challenges. Donc, une approche qui apporte vraiment un accompagnement à 360. Le premier, c'est la capacity building, comme les incubateurs et les accélérateurs, mais on est complémentaires, on est beaucoup plus technique. On amène cette expertise technique, comme des gens comme Gaëtan et Tancelin ici, qui vont les aider sur la certification, sur le bio. Quand on travaille avec les panneaux solaires, comment on peut faire pour produire de manière plus efficace? Ça, c'est le premier pilier. On forme également des incubateurs. Le deuxième pilier, c'est l'accès au financement. Et c'est ce qu'a fait Myriacap, pionnier, de mettre en place ce blended finance. Comment on fait pour travailler avec les différents acteurs pour amener, selon la bonne phase de développement, le bon financement pour ces entrepreneurs? Le troisième pilier, c'est l'accès au marché. Quand on travaille avec des agriculteurs ou des fermiers, c'est pas simple. Quand on veut aller dans une nouvelle région, c'est pas juste j'y vais. Il faut trouver ces communautés et en plus, souvent, il faut les mettre sous forme de coopérative. Quand on est entrepreneur, on a besoin d'être accompagné également sur ce volet. Le 5e volet, il n'y a pas d'ordre d'ailleurs particulier. Le 5e volet, c'est le volet de la visibilité. Donc on parle beaucoup du storytelling, c'est bien, mais également la visibilité média. Faire ces superbes vidéos, comme on a vu, c'est essentiel pour eux et pour les organisations et aussi pour redonner de l'espoir aux gens. Et enfin, le dernier, qui pour moi est le pilier le plus fondamental, et ils n'en ont même pas parlé parce qu'ils sont tellement résilients, c'est les freins internes. 90% des entrepreneurs avec qui on travaille sont en burn-out, sont fatigués et ne demandent même pas à se soigner eux-mêmes parce qu'ils sont tellement engagés auprès des communautés. Donc on amène également des psys, des coachs qui les accompagnent dans cette approche. Donc nous, on a commencé pendant la première année, on a passé beaucoup de temps et on a essayé de comprendre les besoins de ces entrepreneurs. Ensuite, ce qu'on s'est rendu compte, et dans le cas de Madagascar, c'est intéressant, c'est qu'ils sont déjà au contact avec ces populations, c'est que souvent, tout le monde a une bonne intention, mais tout le monde travaille en silo. Donc on a les entrepreneurs, on a les ONG, on a les organisations communautaires, mais parce qu'on essaie de survivre, parce qu'on a tous besoin de financement et autres, on travaille en compétition. Et nous, on s'est dit non, qu'on voulait changer cela. Et donc on a mis vraiment les communautés au centre. Et c'est à partir des communautés qu'on a vraiment demandé ce dont ces communautés avaient besoin. Est-ce qu'elles avaient accès à l'eau? Oui, elles avaient accès à l'eau. Est-ce que c'était de l'eau potable? Et ainsi de suite. On a ensuite ramené l'écosystème des entrepreneurs, des incubateurs, des accélérateurs et du secteur privé. Aujourd'hui, on est dans 10 pays avec un gros développement sur Madagascar. Et je terminerai avec un exemple. Une collaboration entre ce gap entre les élites, c'était le mot que je trouvais et qui venait pas du tout. Pour moi, ce sont eux les élites, les leaders, et ces entrepreneurs. À Singapour, donc avant Afroclimate, avec un associé qui avait lancé un projet avec le gouvernement singapourien pour essayer de créer ce partenariat entre ces entreprises du secteur privé qui souvent d'ailleurs sont un peu des dinosaures, ils ont du mal à se réinventer, et ces jeunes entreprises qui sont vraiment innovantes. Donc l'idée, ça a été d'identifier les grosses sociétés d'État singapouriennes, les Singtel, les Singapore Airlines, etc. Et un projet porté en partenariat par l'EDB Singapour, où on a ensuite sélectionné en Europe des jeunes startups qui, eux, apportaient cette innovation et cette transition dont ils avaient besoin,
sur la transition énergétique, sur la réduction des déchets, etc. Et de mettre en place donc un programme pour matcher ces entreprises avec le besoin de ces entreprises. Alors c'est une approche qui prend du temps parce qu'il faut préparer ces jeunes, mais c'est une approche qui peut valoir le coup de petit à petit en fait essayer de réduire ce gap. Voilà, je terminerai là. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation, très inspirant.